pour ce nouveau cycle de conférences sur l'astronomie, avec des conférences tout aussi passionnantes les unes que les autres. C'est une deuxième édition, puisque l'année dernière, il y avait déjà une première édition, et avec, on va dire, une connotation toute particulière ce soir pour cette ouverture de cycle, puisque un grand monsieur nous a quittés tout récemment, un grand monsieur de l'astrophysique, donc Stephen Hawking, et qui a déjoué tous les pronostics médicaux, puisque normalement il aurait dû, si on s'en réfère au médecin, décédé à l'âge de 21 ans. Donc c'est vraiment un grand monsieur, et en plus de ça, il nous a permis de mieux connaître les trous noirs notamment, mais bien d'autres choses, puisque c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Terre des Sciences pour nous présenter cette première conférence, et merci beaucoup à vous. Merci de nous accueillir ici à l'ESEO, dans un amphi bien équipé. Oui, donc je vous souhaite la bienvenue aussi à toutes et à tous. Donc ce soir, oui, on démarre la première conférence de notre cycle de 5 conférences consacrées à l'astronomie. Et donc ce soir, c'est Thérèse Engrenaz que nous accueillons, donc, qui est astrophysicienne sur Paris, directeur de recherche du CNRS. Et même si je ne me trompe pas, dans les infos que j'ai cherchées sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un astéroïde qui avait votre nom aussi. Voilà. Et donc, vous allez ce soir nous parler de l'eau dans le système solaire. Et puis bon, voilà, donc moi je vais en rester là. Je vous redonnerai les dates et les thèmes des prochaines conférences en fin de soirée. Sinon, pour rappel, effectivement, au niveau de l'organisation de la soirée, là, on a une présentation de 45-50 minutes, 55 minutes maximum. Et puis après, donc, ça nous laissera du temps pour une série de questions-réponses. Si jamais il y a des problèmes de compréhension ou des choses qui vous semblent vraiment pas claires dans la présentation, n'hésitez pas à interrompre. Mais sinon, toutes les autres questions, on les traitera après. On verra ça après la présentation générale. Voilà. Donc, je laisse la parole à Madame Engrenaz. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui? Vous m'entendez? Alors, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. On va parler donc ce soir de l'eau dans l'univers, ou plus exactement, pour être plus modeste, de l'eau dans le système solaire. Et voici le plan de ce dont je vais vous parler ce soir. Première question, pourquoi s'intéresse-t-on à l'eau? Et là, vous verrez bien sûr des considérations tout à fait évidentes sur le lien entre l'eau et le développement de la vie. Ensuite, je parlerai du rôle de l'eau dans la formation des planètes. Je dirais que dans le scénario de formation du système solaire, l'eau a joué un rôle tout à fait important. Ensuite, je décrirai l'eau dans les différentes familles d'objets du système solaire, en commençant par le système solaire extérieur, c'est-à-dire les planètes géantes et leurs systèmes et les comètes. Je me rapprocherai de l'intérieur du système solaire je vous parlerai du rôle de l'eau dans l'évolution des planètes telluriques. Là aussi, vous verrez que l'eau a joué un rôle majeur. Et enfin, je conclurai en parlant des exoplanètes qui constituent une véritable révolution pour les astronomes et le lien entre l'eau et la recherche de la vie sur ces objets. Alors, premier point, donc, la molécule d'eau. Comme vous savez tous, c'est une molécule toute simple. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Elle présente quelques particularités qui font qu'elle est unique, cette molécule. D'abord, elle est présente sur la Terre sous ses 3 formes, solide, liquide et vapeur. Et vous verrez que la Terre est le seul milieu où l'on trouve justement les 3 formes de l'eau simultanément. Elle présente l'avantage d'être liquide sur un large intervalle de température, ce qui est très important pour le développement de la chimie en phase liquide. Parce qu'en fait, le H2O a un moment dipolaire, H+, OH-, qui fait que c'est un excellent solvant. Donc, elle favorise les réactions chimiques de plus en plus complexes en milieu liquide. Et en fait, les chimistes n'ont pas trouvé d'équivalent à cette molécule. On ne voit pas comment on pourrait remplacer l'eau par une autre molécule qui aurait des propriétés équivalentes. Et c'est tout ça qui fait a joué et joue un rôle essentiel le développement de la vie et sans doute aussi son apparition.
Autre avantage de la molécule H2O, elle est très abondante dans l'univers. Et ça, c'est tout simplement parce qu'elle est composée de 2 atomes qui sont eux aussi très abondants. Dans les éléments les plus abondants, c'est l'hydrogène et l'hélium, les plus légers, qui sont formés dans le Big Bang, dans l'explosion primordiale de l'univers. Et tous les autres éléments, à commencer par l'oxygène, le carbone, l'azote, et tous les autres, sont synthétisés dans les étoiles. Et là, vous voyez une chose importante qui vient d'emblée, c'est que les atomes les plus lourds sont les moins abondants. Tout simplement parce que pour réaliser la formation d'atomes très lourds, il faut énormément d'énergie au sein des étoiles. Donc on sent bien que, très logiquement, les atomes comme l'oxygène, le carbone, l'azote vont être plus abondants que les atomes plus lourds comme le silicium, le fer, etc. Et ça, c'est important pour comprendre la suite. Donc, vous avez l'hydrogène ici, l'élément. Remarquez que l'échelle est logarithmique. Vous avez l'hydrogène, le plus abondant. Vous avez l'oxygène, qui est le plus abondant dans toute cette catégorie-là. Vous mettez les deux ensemble et vous avez une molécule qui est extrêmement abondante, on voit comment elle peut être synthétisée dans le milieu interstellaire, en particulier à basse température sur les grains. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les éléments les plus lourds sont les moins abondants. Alors, je vous disais que l'eau était liquide sur la Terre, aussi solide ou vapeur, mais dans les astres, on ne la trouve que sous la forme solide ou vapeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le milieu interstellaire, alors ça, c'est un diagramme de phase de l'eau. Donc, vous avez ici la température, ici la pression, ici le point triple avec 0 degré, une quasi-verticale au-dessus. Ici, vous avez la phase solide, la phase liquide, et puis ici, la phase vapeur. Alors, dans le milieu interstellaire, qui est un milieu froid, vous allez trouver H2O solide, essentiellement, ici, ou en milieu très dilué, vous allez le trouver sous forme vapeur. Dans les environnements stellaires, où on trouve également l'eau, on la trouve sous forme de vapeur, parce que la température est élevée et la pression est faible, donc on est par là. Et donc, si on se pose la question, où est-ce qu'on pourrait espérer trouver de l'eau liquide? Eh bien, en fait, on voit 2 régions. La première, on la connaît bien, c'est celle-ci. C'est pression relativement faible, et température entre 0 et 100 degrés environ. C'est le cas de la Terre, c'est le cas des atmosphères des planètes telluriques, c'est aussi le cas des atmosphères des exoplanètes rocheuses. Quand on les étudiera, j'en reparlerai à la fin. Mais il y a un autre domaine d'intérêt, c'est celui-là. C'est celui qui correspond à une forte pression et une température supérieure à 0 degré. Et là, c'est une catégorie qu'on connaît, c'est l'intérieur des satellites des planètes géantes, et j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, autre question. Comment est-ce qu'on peut observer la molécule d'eau dans les astres? Eh bien, on a un problème, bien évidemment. Ce problème, c'est que la vapeur d'eau est présente dans l'atmosphère terrestre. Et donc, elle va absorber le rayonnement des astres. Alors, vous avez ici un spectre qui va de l'ultraviolet ici jusqu'à la radio ici, qui vous montre les régions où l'atmosphère est transparente. Alors, vous avez ici la fameuse bande visible, avec l'arc-en-ciel. Vous avez une fenêtre ici autour de 10 microns, et puis vous avez le domaine radio qui est transparent. Mais tout le reste est occulté, et en particulier toute cette région ici est occultée par l'absorption par la molécule d'eau. Parce que la molécule d'eau donc, a des modes de vibration, que vous voyez représenter ici dans l'infrarouge, et puis des modes de rotation qui représentent cette partie-là, qui font que vous ne pouvez pas observer à travers l'atmosphère de la Terre dans ces longueurs d'onde-là. Donc la conclusion, c'est que la vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre va absorber le rayonnement, et si vous voulez observer les astres dans l'infrarouge, eh bien, il va falloir aller dans l'espace. Ça, les astronomes l'ont compris dès les années 80, 90. Et le premier satellite infrarouge qui a observé l'eau, c'est un satellite européen, lancé par l'Agence spatiale européenne, qui s'appelait ESO, Infrared Space Observatory. Et il a fait un tas de découvertes très importantes. Il a montré que l'eau était présente partout dans l'univers, depuis le système solaire jusqu'aux galaxies les plus éloignées. Et ça, on ne le savait pas, ça a été la grande leçon de cette exploration.
Et dans le système solaire, on a eu des observations cométaires, en particulier, je vous en reparlerai tout à l'heure, ainsi que la découverte de l'eau dans les atmosphères supérieures des planètes géantes. Et puis après ISO, qui avait été lancé dans les années 90, il y a eu 2 autres satellites également très performants. Donc un de la NASA à gauche, Spitzer, lancé dans les années 2000, et puis un autre de l'Europe. Il faut voir que le rôle de l'Europe est très important dans toutes ces études-là. Le satellite Herschel a fait beaucoup de découvertes, pas seulement sur le système solaire, mais dans le cas du système solaire, il a fait une découverte très importante. Il a montré qu'il y avait de la vapeur d'eau de Cérès. Cérès est un astéroïde de la ceinture principale et personne n'avait imaginé qu'on pouvait avoir de l'émission de vapeur d'eau autour d'un tel objet. Dire que les surprises, en fait, on en a tout le temps. Alors voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, je vais vous parler du rôle de l'eau dans la formation des planètes. Et pour discuter d'un modèle de formation du système solaire, c'est très simple. Il faut se rappeler ce que j'appelle les observations fondamentales. Ces observations, elles sont très simples. Elles disent que les 8 planètes du système solaire tournent sur des orbites quasiment coplanaires, circulaires et concentriques. Elles tournent toutes dans le même sens, qui est aussi le sens de rotation du Soleil lui-même. Et ceci, dès le XVIIIe siècle, avait réalisé que comme Kant et Laplace, que la formation des planètes devait se faire au sein d'un disque. Vous avez une nébuleuse en rotation qui tourne de plus en plus vite. La mécanique prévoit qu'il va s'effondrer en un disque. Et au sein de ce disque, vous avez le Soleil qui se concentre au centre. Et vous avez des inhomogénéités au sein du disque qui vont croître et donner des planètes. Ça, c'est le scénario de base qui était compris en fait dès le XVIIIe siècle, mais qui a été validé vraiment récemment. Et en particulier, ce modèle a été validé par le fait qu'on a observé depuis une vingtaine d'années, aussi bien dans l'espace avec le télescope Hubble qu'en radio depuis le sol. On a observé des étoiles jeunes ou des étoiles en formation. Et on a constaté que dans la plupart des cas, ces étoiles étaient environnées d'un disque protoplanétaire. Voilà un de ces disques ici. Alors vous avez, en fait, le disque, c'est la barre noire qui fait écran ici. Derrière, il y a une étoile en formation. Et il y a un jet extrêmement puissant selon l'axe de rotation du système. Et beaucoup de jeunes étoiles présentent ces caractéristiques-là. Donc, après avoir observé beaucoup d'objets comme ça, on a compris que la formation stellaire suite à l'effondrement d'un disque est un phénomène courant dans l'univers. Ensuite, donc, on a décrit les grandes lignes de ce modèle d'effondrement. Donc, on part ici de notre nébuleuse en formation qui tourne, qui va s'effondrer en un disque. Voilà le disque ici, la barre qui est là. Et puis, vous avez l'étoile naissante qui envoie des jets très puissants selon l'axe de rotation du système. Et puis, petit à petit, donc, le disque se réduit, il devient très mince. Et à la fin, il y a des inhomogénéités qui naissent dans le disque qui vont donner des planètes. Et puis, l'étoile passe par une phase extrêmement brillante qui lui permet de balayer toute la matière qui reste et le gaz. Et on se retrouve avec un système qui a, vous voyez là, représenté une comète, n'est pas dans le plan de l'écliptique, et toutes les autres planètes qui, elles, sont toutes dans le même plan. Alors maintenant, regardons un peu ce qui se passe de plus près en ce qui concerne les planètes. Eh bien, nous avons 2 catégories de planètes qui sont bien différentes, comme vous le savez. Nous avons les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles se caractérisent par le fait qu'elles sont proches du Soleil. Elles sont denses, elles ne sont pas très grosses. Elles ont une atmosphère qui n'est pas très massive et elles n'ont pas ou peu de satellites. Et puis de l'autre côté, vous avez plus loin du Soleil, donc, à quelques unités astronomiques, quelquefois la distance Soleil-Terre, vous avez les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Elles ont un grand diamètre, une faible densité. Elles ont une atmosphère massive, elles n'ont pas de surface au sens propre du terme. Leur atmosphère est dominée par l'hydrogène et l'hélium et elles présentent toutes des anneaux et de nombreux satellites réguliers, ce qu'on appelle des satellites réguliers. Ce sont des satellites qui sont dans le plan équatorial de la planète.
Et maintenant, on peut se demander pourquoi diable est-ce qu'on a 2 classes de planètes? Eh bien, dans le scénario que je vous ai décrit, c'est très simple à comprendre. Il suffit de se rappeler que dans le disque, vous avez la température, vous avez le Soleil au milieu. Donc la température va décroître au fur et à mesure que vous vous éloignez du Soleil. Et n'oublions pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les éléments les plus abondants sont les plus légers. L'hydrogène, et puis ensuite l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Et puis les autres, les plus lourds, sont peu abondants. Alors, plaçons-nous près du Soleil, disons à une température supérieure à 200 Kelvin environ. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme matériau solide pour former un agrégat planétaire? On sait ce que c'est ce qu'on trouve sur la Terre. Qu'est-ce qu'on a sous forme solide? On a les silicates, les métaux, les oxydes. Ce sont des atomes lourds, tout ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va former des planètes qui vont être relativement petites, mais denses, parce qu'elles sont faites à partir d'éléments réfractaires peu abondants. Maintenant, plaçons-nous loin du Soleil. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces petites molécules qui sont très abondantes, H2O, CH4, NH3, CO2, etc., elles étaient gazeuses dans ce cas-là. Et maintenant, elles sont solides. Donc, elles sont sous forme de glace. Donc, elles sont disponibles pour former des gros noyaux. Et là, la théorie prévoit que si vous avez un noyau qui fait une dizaine de masses terrestres, à ce moment-là, le champ de gravité est suffisant pour attirer la masse environnante. Et qu'est-ce que c'est la masse environnante? Essentiellement, c'est l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est comme ça que vous fabriquez des planètes géantes. Donc, elles vont être volumineuses, peu denses, parce que ces matériaux sont légers. Et ceci explique parfaitement, en fait, la division entre planètes telluriques et planètes géantes. Alors maintenant, qu'est-ce que l'eau vient faire là-dedans? Eh bien, l'eau joue un rôle majeur. Pourquoi? Parce que vous voyez que la limite entre ces deux catégories, en fait, c'est ce qu'on appelle la ligne des glaces. C'est la distance au Soleil où vous allez avoir la condensation des petites molécules. Or, la molécule la plus importante là-dedans, c'est l'eau. Pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la molécule la plus abondante. Mais la deuxième raison, c'est que si vous partez du Soleil, vous vous éloignez. La température décroît. Eh bien, la première molécule à condenser, c'est l'eau, et de loin. Parce que vous voyez ce petit encart ici, en fait, si je le mettais à l'échelle, il serait encore beaucoup plus loin par là. Donc, quand vous vous éloignez du Soleil, la première molécule qui condense, c'est l'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que la ligne des glaces, en fait, elle est dominée par l'eau, la molécule d'eau. Voilà, maintenant j'en viens à la description de l'eau dans différents objets du système solaire extérieur. Vous avez là une jolie photo de Jupiter telle que la planète a été vue quand la sonde Cassini, qui a exploré le système de Saturne, est passée à proximité en décembre 2000. Et vous avez un satellite devant, je ne saurais pas vous dire lequel, on va vérifier. Alors, revenons aux planètes géantes. Donc pourquoi avons-nous des satellites réguliers et un système d'anneaux? Eh bien, en fait, on peut faire une analogie entre la formation des planètes géantes et la formation du système solaire. On peut dire que les planètes géantes, c'est un petit peu des mini-systèmes solaires, en fait. Parce que vous avez donc un noyau, ça y est. Un noyau de glace qui fait 10 masses terrestres. Il accrète le gaz environnant. Et alors, à ce moment-là, vous allez avoir la formation d'un disque équatorial, exactement comme dans le cas du système solaire, vous avez eu le plan de l'écliptique. Et dans ce disque équatorial, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez de nombreux satellites réguliers qui vont se former par le même mécanisme que les planètes au sein de l'écliptique. Donc ça vous donne de nombreux satellites réguliers dans le plan équatorial de la planète. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes près de la planète? Eh bien, si vous être trop près, les forces de marée sont très importantes et à ce moment-là, le satellite va être détruit. Et s'il est détruit, ça va vous faire une source de poussière qui vont alimenter les anneaux. Et c'est comme ça que les anneaux se forment à proximité des planètes géantes. Alors, vous avez là 2 exemples d'anneaux. Saturne à gauche, Uranus à droite. Vous voyez qu'ils sont extrêmement différents, bien entendu. Les anneaux de Saturne sont extrêmement volumineux et massifs,
tandis que les 3 autres planètes, que ce soit Jupiter ou Uranus et Neptune, ils ont des anneaux qui sont extrêmement ténus. Alors maintenant, j'en viens à Jupiter. Jupiter a de l'eau à l'intérieur, ça on l'a dit, c'est dans le noyau de glace à l'intérieur, il y a de l'eau, mais il y en a aussi à l'extérieur, et ça c'était une surprise. On l'a découvert donc à l'occasion d'un événement dont vous n'étiez pas là pour la plupart d'entre vous pour le voir, en 1994. On a assisté à un phénomène très intéressant, la collision d'une comète avec la planète Jupiter. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on avait une comète en orbite autour de Jupiter, sur une orbite extrêmement elliptique, et à chaque passage à proximité de la planète, elle s'en rapprochait un peu. Elle a fini par être brisée, et elle s'est transformée en une vingtaine de petits fragments qui ont continué leur trajectoire les uns proches des autres. C'est comme ça qu'on l'a détecté, et les astrométristes ont vite compris qu'au passage suivant, tout ça allait se jeter dans l'atmosphère de Jupiter. Et effectivement, en juillet 1994, on a eu droit à une vingtaine d'impacts météoritiques énormes, en fait, qui ont laissé d'ailleurs des traces comme celle-ci le long d'un parallèle de la planète, puisque la planète tourne. Et ça, c'était un événement qui a vraiment captivé les astronomes. Tous les télescopes, je peux vous dire, de France et de Navarre étaient fixés sur cet événement tout à fait extraordinaire. Et suite à ça, eh bien, les comètes sont riches en eau, comme je vais vous le dire très prochainement. Elles ont envoyé de l'eau dans la haute atmosphère, et cette eau, on l'a observée après avec les 2 satellites dont je vous parlais, qui sont ISO et Herschel. Maintenant, disons un mot des satellites galiléens. Donc, les satellites galiléens, ce sont ces 4 satellites qui ont été découverts par Galilée en 1610, quand il a tourné pour la première fois sa lunette vers le ciel. Et je vais vous parler d'un d'entre eux, Europe, le deuxième. Parce qu'il est intéressant dans notre propos aujourd'hui, parce que vraisemblablement, ce satellite Europe, qui est couvert d'une couche de glace d'eau, contient vraisemblablement un océan liquide sous sa surface. Et même cet océan liquide, selon les modèles, devrait entrer en contact avec le sol rocheux, silicaté, qui est dessous, qui est particulièrement intéressant pour tout ce qui concerne l'exobiologie. Alors, encore mieux, en 2011, des géologues qui ont étudié de près la surface ici, à partir des images prises par les satellites, ont conclu que vraisemblablement, on avait un lac juste en dessous. Alors, c'est peut-être quand même 1 ou 2 kilomètres. Je ne veux pas dire que c'est facile d'aller forer à 5 unités astronomiques pour voir ce qu'il y a dessous, mais enfin, c'est quand même plus facile que s'il faut faire une dizaine ou une vingtaine de kilomètres, ce qui est sans doute le cas ailleurs. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et du coup, les agences spatiales ont des projets, à la fois l'ESA Mission JUICE, NASA Europa Clipper, pour aller tester cette hypothèse de l'océan. Alors tout ça, ça prend du temps, bien entendu. La mission spatiale, c'est extrêmement long. Tout ça, c'est pour 2025 et au-delà. Passons à Saturne. Saturne, tout le monde le connaît grâce à ses anneaux magnifiques. Et là aussi, il est tout à fait dans notre propos, puisque ces anneaux sont formés de glace d'eau. Des fragments de glace d'eau qui ont toutes sortes de tailles, petits et grands. Et vous voyez là une image qui a été prise par Cassini. Cassini a donné énormément d'informations sur la dynamique de ces anneaux. Il a montré qu'ils sont en évolution permanente et c'est quelque chose d'extraordinairement complexe. Et puis il y a des petits satellites aussi qui changent l'orbite de ces anneaux. Et oui, ce que je dirais là-dessus. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a un gros satellite Titan, qui est un satellite de Saturne, et qui a été exploré par les sondes Voyager et Cassini, et qui présente aussi, lui, énormément d'intérêt. Pourquoi ? Titan, c'est le seul satellite qui ait une atmosphère stable. Et cette atmosphère, en plus, a des analogies avec la Terre. Il y a de l'azote moléculaire et une pression qui fait 1,5 fois la pression atmosphérique terrestre.
Par contre, évidemment, une différence notable et importante, c'est que la température est extrêmement basse, puisqu'on est à 10 fois 10 unités astronomiques, 10 fois la distance solaire Terre, donc moins 180 degrés Celsius en surface. Vous imaginez évidemment ce que ça donne. Autre caractéristique, une couche nuageuse épaisse faite d'hydrocarbures et de nitriles qui cache la surface, qui fait avant l'exploration par Cassini-Huygens, on n'avait pas idée de ce qu'était la surface. On ne savait même pas si elle allait être solide ou liquide. Et finalement, donc, la mission Cassini-Huygens, qui est entre parenthèses d'ailleurs une mission exemplaire, c'était une coopération entre la NASA et l'ESA. La NASA a fait l'orbiteur, l'ESA a fait la sonde de descente. Et ceci, c'est la photo qui a été prise par la sonde Huygens en 2004, quand elle s'est posée à la surface de Titan. Mais il y a eu d'autres découvertes aussi. La sonde Cassini 2S aurait suffi. Elle a trouvé des composés lourds dans l'ionosphère et des lacs de méthane que vous voyez là à gauche, et d'hydrocarbures à proximité des pôles. Donc un objet aussi extrêmement important, extrêmement intéressant en termes de chimie prébiotique. Voilà, donc je passe maintenant aux comètes. Les comètes sont des objets qui ont toujours énormément fasciné les hommes et qui sont particulièrement intéressantes pour nous puisqu'elles sont formées à 80% d'eau. Donc ce sont des petits objets, il faut voir que le diamètre est quelques kilomètres seulement, et ils sont placés sur des trajectoires très elliptiques qui les font voyager du plus près au plus loin du système solaire. Alors quand elles s'approchent, leur couche de glace va s'évaporer et éjecter également des poussières, et ce sont ces queues de poussière qui sont à l'origine des phénomènes très spectaculaires qu'on peut voir quand une comète passe à proximité du Soleil. Et c'est pour ça qu'elles ont aussi fasciné et terrifié les foules pendant des millénaires. Et si elles intéressent les astronomes, en fait, c'est parce que, comme elles passent le plus clair de leur temps à grande distance, eh bien, on peut les considérer comme des vestiges des premiers âges du système solaire. Certaines d'entre elles, donc, sont connues depuis l'Antiquité et reviennent périodiquement. C'est le cas de la comète de Halley que vous voyez représentée ici sur la tapisserie de Bayeux. Ça, c'est l'apparition de 1066. Et c'est l'astronome Edmond Halley qui a réalisé le premier que plusieurs apparitions antérieures venaient d'un même objet. Il a même prédit son retour. Et c'est ce qui lui a valu de donner son nom à cette fameuse comète. Alors, cette comète, elle était intéressante à plus d'un titre. Déjà, on la connaît depuis l'Antiquité, donc sa trajectoire est parfaitement connue. En plus, elle est très brillante. Et c'est pour ça qu'en 86, alors j'ai oublié de dire qu'elle passe tous les 76 ans, en 86, donc on a eu tout le temps d'envoyer des sondes, de préparer une exploration par des sondes spatiales. Et il y en avait 5. Il y avait la sonde Giotto, première sonde européenne planétaire, qui a donné cette photo du noyau. Et puis des sondes Vega, donc les coopérations entre l'URSS et l'Europe, qui a donné des spectres qui ont permis de déterminer les molécules qui étaient présentes dans le noyau, H2O, hydrocarbures, H2CO, CO2. Alors cette photo est intéressante parce qu'elle montrait que, on disait avant que les comètes étaient des boules de neige sales. Vous voyez que la neige est vraiment très sale, c'est-à-dire qu'elle est recouverte de carbone en fait. Et l'objet n'est pas du tout sphérique comme on l'imaginait naïvement avant. Il a une forme extrêmement allongée. En tout, ça fait 15 km sur 7, cet objet-là. Voilà. Donc ça, c'était une première grande étape de l'exploration cométaire. Et la deuxième, c'est une chance qu'on a eue 10 ans plus tard, avec l'arrivée d'une comète monstrueusement grosse, la comète Hale-Bopp, dont le diamètre faisait plus de 50 km, c'est-à-dire 10 fois plus en diamètre, fois plus que la taille moyenne des comètes. Alors évidemment, on l'a vu apparaître un an avant son passage au périhélie, donc c'était impossible de lancer des sondes. Mais par contre, le satellite ISO dont je vous parlais tout à l'heure, il était en orbite autour de la Terre et on s'en est servi pour observer la comète en question. Et là, j'attire votre attention sur le fait que ce que vous voyez là, c'est un spectre à 2 microns 6, et en fait, ce n'est rien d'autre que le spectre précédent. Donc vous voyez ici l'enveloppe. Simplement, à l'époque, on n'avait pas assez de résolution spectrale, de précision sur la longueur d'onde, pour être capable d'identifier cette série de Dirac, en fait,
qui sont en fait la vraie signature de la molécule d'eau. Et à partir de cette étude-là, en comparant modèle et observation, on a pu remonter à toutes les caractéristiques physiques de l'objet. Et enfin, dernière étape que je ne peux pas passer sous silence, c'est la mission Rosetta, bien entendu, et la descente du robot Philae sur la comète Chury. Alors là, ça mériterait une soirée entière. Je vous dirais simplement que ça a été un extraordinaire succès, cette mission, qui a mis en évidence déjà le caractère complètement inattendu de ce noyau, qui est en fait fabriqué de deux lobes, deux lobes qui se sont collisionnés avec des faibles vitesses, ce qui a donné donc cette forme étrange. Et ce qui a surpris énormément, c'est l'incroyable complexité de la morphologie de la surface. On ne s'attendait absolument pas à ça. À part ça, on a confirmé donc la présence de composés organiques complexes et le fait que la composition est proche de celle du milieu interstellaire. Voilà pour les comètes. Et maintenant, je m'approche, je reviens. Je vais vous parler du rôle de l'eau dans l'évolution des planètes telluriques. Alors là, tout de suite, je laisse de côté Mercure. Ce n'est pas que Mercure ne soit pas intéressant, mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est de l'évolution des atmosphères de ces trois objets. Parce que, regardez, vous avez Vénus, donc, à gauche, qui a à peu près une centaine de fois la pression atmosphérique terrestre, une température qui dépasse les 450 degrés Celsius. Et puis de l'autre côté, vous avez Mars, dont la pression est inférieure au centième de la pression atmosphérique terrestre, avec une température qui fluctue, mais qui est autour de 220 K, c'est-à-dire moins 50 degrés Celsius. Et la question qu'on se pose, c'est que comment ces trois objets qui sont partis de conditions physiques relativement proches, comment ont-ils pu évoluer vers des états aussi drastiquement différents? La réponse, en fait, vous la connaissez, c'est l'effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? L'effet de serre se produit quand vous avez une atmosphère qui est transparente au rayonnement visible et qui absorbe le rayonnement infrarouge. Le fait que ce soit transparent dans le visible, ça veut dire que la lumière solaire, qui a un maximum dans le visible, comme vous savez, traverse l'atmosphère et vient chauffer la surface. Donc la surface va chauffer, mais en chauffant, la surface émet un rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge, il est bloqué par l'atmosphère. Donc elle chauffe à son tour et elle renvoie vers le sol un rayonnement infrarouge supplémentaire et l'effet ne fait que s'amplifier. C'est pour ça qu'on parle d'un effet galopant. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait l'effet de serre? Eh bien, il faut que l'atmosphère ait certaines molécules qui ont des propriétés microscopiques qui font qu'elles absorbent dans l'infrarouge. Et les molécules les plus efficaces, c'est le CO2, la vapeur d'eau et aussi le méthane. Mais dans le cas présent, le méthane ne nous concerne pas puisqu'on n'en a pas sur les planètes en question. Alors, prenons le cas de Vénus à nouveau. J'ai oublié de vous dire qu'à la fois sur Vénus et sur Mars, il n'y a pratiquement pas de vapeur d'eau aujourd'hui. On observe l'atmosphère, on ne trouve pas. Mais on a la preuve que l'eau a été très abondante dans le passé. Et comment on sait ça? En utilisant les signatures spectrales de l'eau, H2O, et de ce qu'on appelle l'eau lourde, c'est l'eau deutérée, dans laquelle on a remplacé un hydrogène par un deutérium. Donc un atome de deutérium, c'est rien d'autre qu'un atome d'hydrogène auquel on a rajouté un neutron. Donc il a les mêmes propriétés chimiques, mais il pèse 2 fois plus lourd. C'est pour ça qu'on appelle l'eau lourde, HDO. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Les astronomes ont observé le spectre de la basse atmosphère de Vénus. Vous avez là un exemple. On est dans l'infrarouge proche, on est à 2 microns 3. Et vous avez ici en bas une mesure du spectre observé. Et vous avez ici un modèle calculé en rentrant les différentes molécules qui interviennent dans ce rayon. Et évidemment, on ajuste les abondances relatives pour obtenir le meilleur accord possible. Ce n'est pas parfait, mais enfin, c'est quand même pas mal. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il nous faut un rapport d'essurage, c'est-à-dire un rapport HDO sur H2O, qui est 120 fois la valeur terrestre. Et ça, c'est énorme. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, l'explication qui est acceptée à peu près par tout le monde, c'est que l'eau a été très abondante au début de l'histoire de Vénus, mais elle s'est échappée. Et dans le processus d'échappement, l'eau lourde a eu plus de mal à s'échapper que l'eau ordinaire,
Et petit à petit, elle s'est accumulée dans ce qui restait de l'atmosphère de Vénus. Et c'est ça qui est à l'origine du facteur 120 que vous voyez là. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à l'origine, il y avait énormément d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Alors, quid de Mars? Eh bien, Mars, c'est pareil, sauf que la planète étant, comme je vous l'ai dit, avec une atmosphère extrêmement ténue, le spectre est extrêmement différent, les raies sont beaucoup plus étroites, plus faibles, mais on observe la même chose, c'est-à-dire qu'en comparant HDO et H2O, on trouve cette fois que le rapport est enrichi par un facteur 5 à 6. Vous me direz, c'est beaucoup moins que 120, mais enfin, comme la pression au sol est le centième de la pression terrestre, tandis que dans le cas de Vénus, c'est 100 fois plus, c'est quand même quelque chose de très significatif. Et là aussi, l'explication est la même, c'est qu'on a un dégazage de H2O au début de l'histoire de la planète. D'où l'idée que sur Mars aussi, au départ, on avait une atmosphère qui devait être plus dense et riche en eau également. Alors dans le cas de Mars, on a d'autres indices qui tendent à montrer que l'eau a même coulé liquide à la surface dans le passé. Alors d'abord, on a ces images que vous voyez à gauche, là, c'est des traces d'écoulement pluviatile, c'est-à-dire vous voyez là un réseau de vallées desséchées aujourd'hui, mais l'eau a coulé dans le temps, c'est un terrain ancien, ce qui prouve que l'eau a coulé au début de l'histoire de la planète. Puis vous avez un autre exemple aussi, ici, d'écoulement qu'on attribue à de l'écoulement par de l'eau liquide. Alors tout ça, c'est des missions spatiales qui ont tourné autour de Mars, qui ont fait des images de tous ces objets. Alors il y a eu une autre mesure intéressante, c'était Mars Express, c'est une sonde européenne sur laquelle il y avait un instrument, français d'ailleurs, Omega. C'était un spectromètre qui mesurait la minéralogie des sols. Et ils ont démontré, ils ont prouvé qu'il y avait de l'argile dans les terrains les plus anciens, les petits points verts que vous voyez là. Or, les géologues nous disent que qui dit argile dit présence d'eau liquide en abondance. Donc la conclusion de tout ça, c'est que l'eau liquide a coulé en abondance au début de l'histoire de la planète. Et la conclusion, c'est que si la vie a jamais existé sur Mars, il faut la chercher dans le premier milliard d'années. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont lancé le rover Curiosity, comme votre club, qui est donc atterri sur Mars en août 2012 et qui, depuis, est en opération à la surface. Bon, au départ, ils cherchaient des molécules organiques, des traces de vie. Bon, à défaut, ils cherchent des conditions favorables à la présence d'une vie passée. Et c'est un peu là qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, le robot a découvert un terrain stratifié autour du mont Sharp. Le mont Sharp, c'est l'endroit où s'est posé le rover. Ils ont trouvé, donc, vous voyez ce relief en forme stratifiée, là. Eh bien ça, à nouveau, on demande aux géologues ce qu'ils en pensent. Ils disent que c'est la présence d'un lac dans le passé, c'est-à-dire environ 4 milliards d'années. Donc ceci veut dire que Mars a été ce qu'ils appellent habitable, c'est-à-dire qu'il a réuni les conditions qui nous paraissent indispensables à l'apparition de la vie. Ça ne veut évidemment pas du tout dire que la vie est apparue, mais il fallait au moins ça. Donc la NASA, avec beaucoup de panache et d'emphase, a expliqué qu'ils avaient montré que Mars était habitable. C'est certes un résultat très intéressant, mais enfin, pour autant, il n'y a toujours pas de traces de vie sur Mars. Et on en est là pour l'instant. Alors la Terre, maintenant, comment se place-t-elle? Eh bien, c'est un cas intermédiaire, donc, entre Vénus et Mars. Donc, on comprend aujourd'hui que l'atmosphère primitive de Vénus, la Terre et Mars, c'était la même, c'est-à-dire beaucoup de CO2, beaucoup d'H2O et un peu de N2. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre? Eh bien, la température était telle que l'eau pouvait être sous forme liquide dès le début de l'histoire de la Terre, ce qui a permis au CO2 d'être piégé dans les océans sous forme de carbonate de calcium, c'est-à-dire de calcaire. Et donc, en plus de ça, la vie est apparue. Alors ça, on ne sait pas comment, mais ceci s'est traduit au bout d'un certain temps par l'accumulation de l'oxygène et la formation de la couche d'ozone qui a permis à son tour à la vie de sortir des océans et de conquérir les continents. Donc, si on revient à notre question initiale, évolution comparative des planètes telluriques, le rôle de l'eau et de l'effet de serre,
Eh bien, au départ, on a donc des atmosphères de conditions comparables, donc CO2, N2, H2O très abondant, un petit peu de CO, mais des températures différentes. Et pas tellement différentes, mais un petit écart en température peut avoir des effets colossaux sur la phase de l'eau et sur l'évolution de l'objet. Alors sur Vénus, donc, on a l'eau qui est gazeuse, donc H2O gazeux contribue à l'effet de serre en même temps que CO2, et ça donne l'effet de serre galopant qu'on a vu tout à l'heure. Sur la Terre, donc H2O est liquide, CO2 est piégé, donc les deux gaz principaux à effet de serre sont neutralisés, et on garde une température sensiblement constante. Alors sur Mars, c'est un peu différent parce qu'on est plus loin, mais en même temps, la planète est plus petite. Elle est 10 fois, sa masse est 10 fois plus faible que celle de la Terre. Donc, il s'ensuit une faible activité interne. Et ce qui s'est passé vraisemblablement avant même un milliard d'années, c'est que l'effet de serre a disparu et la planète a perdu son activité interne. Et elle est restée finalement inerte à partir de ce moment-là. Donc voilà en gros les grandes lignes pour expliquer l'évolution divergente des trois planètes. Et vous voyez que l'eau joue un rôle tout à fait capital là-dedans. Et bien voilà, j'arrive à la dernière partie de l'exposé. Donc la révolution des exoplanètes, donc, qui fait que depuis 20 ans maintenant, on voit maintenant aujourd'hui plus de 3700 planètes extrasolaires, ce qui veut dire que au moins, on sait une chose, le système solaire n'est pas une exception dans l'univers. Par contre, on n'a pas encore trouvé de système qui ressemble au nôtre. Ça, c'est clair. Comment étudier les exoplanètes ? Comme vous savez, le problème principal, c'est que le flux de la planète est perdu dans celui de son étoile. On prend souvent cette comparaison que chercher à observer une exoplanète, c'est comme chercher à observer une bougie à côté d'un phare à une distance de 40 km. Vraiment pas facile. Donc, il faut utiliser des méthodes indirectes, et c'est ce qui a été fait. Et deux d'entre elles ont été particulièrement efficaces. La première, c'est la mesure du déplacement de l'étoile par rapport au centre de gravité du système étoile-planète. Et le deuxième, c'est le passage de la planète devant l'étoile, c'est ce qu'on appelle les transits. Alors, je vais vous décrire tout ça brièvement. La première méthode, donc, voilà en quoi elle consiste. Vous avez ici Vous avez une étoile, la planète n'est pas représentée, mais vous avez un centre de gravité. L'étoile tourne autour du centre de gravité. On pourrait mesurer directement sur le ciel son mouvement, mais en fait, la précision ne serait pas suffisante. Donc, on préfère mesurer les variations de vitesse relatives par rapport à l'observateur. Parce que ça, on sait faire avec l'effet Doppler, avec une précision beaucoup plus grande. Alors, c'est ce qu'ont fait les astronomes Major et Kellows. Ils ont mesuré les variations de la vitesse radiale donc, par rapport à l'observatoire d'une étoile, 51 PEG, une étoile de type solaire, et ils ont trouvé une fluctuation qui correspond à la révolution d'une planète autour de cette étoile. D'où première détection en 1995, retentissement énorme, et d'abord parce que c'était la première exoplanète trouvée autour d'une étoile de type solaire, mais aussi parce que cette exoplanète était géante. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début de l'exposé, les planètes géantes se forment loin. On ne s'attend pas du tout à trouver une planète géante tournant en 4 jours autour de son étoile. Donc, c'était une deuxième énorme surprise. Alors, cette surprise, elle a été confirmée par les découvertes successives. Évidemment, c'était plus facile de détecter des exoplanètes géantes, mais on en a trouvé beaucoup à proximité de leur étoile. Et ça, c'était vraiment pas prévu. Donc, vous voyez là, ici, l'inventaire des exoplanètes en 2004. Ça, c'est la distance à l'étoile. Et vous en avez toute une série là-haut qui sont vraiment extrêmement proches. Elles tournent environ en 4 jours autour de leur étoile. Alors, il fallait expliquer ça, bien sûr. Comment faire ? Alors, l'explication, elle est venue d'un mécanisme qui s'appelle la migration, sur lequel la communauté scientifique est aujourd'hui d'accord. L'idée, c'est la suivante. Comme je vous l'ai dit, les planètes géantes se forment à l'extérieur, simplement parce qu'elles ont besoin d'un noyau de glace suffisamment gros pour accréter le gaz environnant. Donc la première étape est la même. Mais c'est ce qui se passe après dans les systèmes planétaires, c'est que ces planètes géantes, elles vont entrer en
en interaction avec le disque protoplanétaire, et cette intégration va pouvoir les faire migrer à l'intérieur. Ça, c'est des travaux théoriques arrivent à expliquer ça. En fait, la planète creuse un gap, on appelle ça un trou, un anneau sombre. Elle avale toute la matière qui est autour et elle spirale en direction de l'étoile. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu ça, nous, dans le système solaire? Alors, les gens qui font des modèles dynamiciens se sont penchés sur le cas du système solaire. Et ils ont trouvé aussi que vraisemblablement, Jupiter et les planètes géantes ont connu aussi une migration, mais pas aussi radicale que celle qu'on voit dans les exoplanètes, parce que si c'était le cas, on ne serait pas là pour en parler. Parce que Jupiter aurait balayé le système solaire interne et on ne serait plus là. Donc, pour une raison encore pas claire, le mécanisme s'est arrêté à temps pour nous. Voilà, donc ça c'était la première méthode. La deuxième, la méthode des transits. Alors ça vous connaissez, c'est comme quand vous voyez Vénus passer devant le Soleil, ce qui se produit de temps en temps. Alors maintenant, supposez que vous ayez une planète qui passe devant une étoile, vous ne verrez pas la planète, elle est trop petite. Mais si vous mesurez avec une grande précision le flux de l'étoile, vous voyez une petite baisse de signal quand la planète passe devant. Alors si on prend Jupiter, Jupiter a un rayon qui fait 10 fois plus petit que celui du Soleil. Donc ça fait une occultation de 1%. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer depuis la Terre avec des méthodes suffisamment précises. Par contre, si on prend la Terre, c'est encore 100 fois moins. On est à 0,01%. Et ça ne peut pas se faire. Il faut aller dans l'espace pour avoir la stabilité nécessaire. Donc, si on veut chercher des exoplanètes de type terrestre, il faut aller dans l'espace. C'est ça la conclusion. Et c'est ce qui a été fait par 2 missions. Et la première est française. Je crois qu'on peut être tout à fait fier du CNES qui a lancé la première mission de recherche des exoplanètes entre 2007 et 2012. Elle s'appelait CORO. C'était une mission pionnière. Elle a découvert une trentaine d'exoplanètes à l'époque où on en connaissait vraiment très peu. Et puis après, il y a une mission américaine beaucoup plus sensible qui, elle, a permis de détecter plusieurs milliers d'exoplanètes. Donc le champ de recherche a explosé avec Kepler en particulier. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, environ, alors ça c'était avant hier, j'ai regardé le catalogue, 3743 je crois. Ça change tous les jours. Hein. Les exoplanètes, c'est difficile de travailler sur ce domaine parce que chaque semaine, il y a un nouvel événement qui arrive. Ce qu'on peut dire donc, c'est que les premières ont été détectées par vélocimétrie, comme je vous l'ai dit. Avec la mission Kepler et les transits, on a énormément de planètes nouvelles. Les conclusions, c'est que les systèmes multiples sont très nombreux. On en connaît 600, mais il y en a certainement infiniment plus. Il se pourrait que la moitié des systèmes soient des systèmes multiples, en fait. Et autre chose très importante, c'est ce qui est écrit en rouge, la probabilité pour une étoile d'avoir au moins une planète est de l'ordre de 1. Donc vous sortez la nuit, un soir de beau temps, vous regardez le ciel, vous regardez les étoiles, vous pouvez vous dire qu'autour de chaque étoile, il y a une planète. Moi, je trouve que ça interpelle quand même. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et alors donc, autre caractéristique, c'est qu'on voit ce qu'on appelle des Jupiters chauds, des exoplanètes géantes très proches de leur étoile. Et d'une manière plus générale, on voit une extrême diversité, c'est-à-dire des orbites complètement étranges, des propriétés physiques, des densités énormes, des densités très faibles, toutes sortes d'objets. La variété a l'air absolument immense. Alors, prochaine étape. C'est bien joli de détecter des exoplanètes, mais on aimerait connaître la composition de leur atmosphère. Et ça, on commence à le faire maintenant en faisant les spectres des transits. Alors, je vous ai parlé des transits quand la planète passe devant, c'est ce qu'on appelle le transit primaire. Il y a un deuxième transit quand elle passe derrière, et ça donne de l'information aussi. En fait, on travaille toujours par différence entre ce qui se passe avant et après, et ce qui se passe pendant. On fait la différence, et on récupère comme ça l'information sur l'exoplanète. Ensuite, donc, on fait le spectre. On a commencé dans le visible, maintenant on va dans l'infrarouge. Vous avez 2 exemples ici.
Et on a trouvé, alors on travaille surtout sur les exoplanètes géantes pour l'instant parce que c'est plus facile, et on a détecté ces molécules H2O, CO, CO2, CH4. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il montre ce qu'on est capable de faire. C'était déjà il y a 10 ans. Vous avez les points noirs, c'est les mesures. C'est essentiellement le télescope Hubble. Et puis vous avez deux modèles. Un modèle en bleu, c'est l'eau, on a mis de l'eau seulement. Et en orange, on a mis de l'eau et du méthane. Ben, vous voyez qu'il n'y a pas de doute, le méthane colle mieux avec les données. Donc on montre comme ça que cette atmosphère, elle contient de l'eau et du méthane. C'est un résultat. Alors on a fait ça sur pas mal d'objets maintenant. Et c'est une recherche en plein développement. Bon, je vais conclure. Comment rechercher la vie sur les exoplanètes rocheuses? À nouveau, on va chercher l'eau liquide. Donc, on va définir pour chaque étoile ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la région où la température est telle que l'eau a la chance d'être sous forme liquide. Et puis, quand on aura repéré ces spécimens, on va les explorer en priorité. Et quand on sera en mesure de déterminer leur spectre, on cherchera des signatures spectrales qu'on appelle des biomarqueurs qui pourraient être, c'est pas complètement sûr, mais enfin ce seraient des indices de présence possible de la vie. Et alors l'oxygène est évidemment la première molécule à laquelle on pense. Et comme l'oxygène n'est pas facile à détecter spectroscopiquement, on préfère l'ozone, qui est son produit donc, de photodissociation, qui a des signatures beaucoup plus fortes. Voilà la zone d'habitabilité de la Terre. Donc, vous voyez qu'elle inclut la Terre et puis s'étend un petit peu, mais pas tellement en fait, de chaque côté. Et ça, c'est la zone d'habitabilité en fonction des types d'étoiles. Donc, nous, on est une étoile G, on est là. Si l'étoile est plus massive, elle va être plus brillante. Donc, la zone d'habitabilité va partir par là. Et si l'étoile est une naine, à ce moment-là, c'est le contraire, elle est moins brillante. Donc, la zone d'habitabilité vient là. Et ça, c'est très intéressant parce que pour les transits, évidemment, si la planète est proche de l'étoile, ça vaut beaucoup mieux. Vous aurez une quantité de transit, on va faire plus d'observations. Voilà, je vous parlais de l'ozone. Voilà ce que pourrait faire un spectre d'exoplanètes. Vous avez la Vénus, la Terre et Mars. Dans l'infrarouge, on va de 5 microns à 100 microns. Vous avez une signature de CO2 qui est présente sur les 3 planètes. Dans le cas de la Terre, vous avez aussi de l'eau qui est là et là. Et puis surtout, vous avez ça, une signature bien définie, qui est la signature de l'ozone. Et si on voyait ça un jour sur une exoplanète rocheuse, eh bien, ce serait un sérieux indice peut-être de possibilité de vie sur cet objet. Donc voilà, en conclusion, l'eau est présente partout. Elle est responsable de la division des planètes en 2 classes, des destins divergents des planètes telluriques. Et on cherche l'eau aussi on s'intéresse à celles où l'eau pourrait être liquide pour rechercher peut-être la vie sur ces objets. Et voilà 3 questions qui me paraissent importantes. Pourquoi le scénario de formation du système solaire est-il différent de celui des systèmes planétaires? On a parlé du mécanisme de migration. Donc il faudrait comprendre pourquoi la migration a été limitée dans le cas du système solaire. Où est-ce qu'on peut chercher des traces de vie dans le système solaire? On a parlé de Mars, des satellites extérieurs, de Titan pour ce qui est de la chimie prébiotique. Et puis, peut-on espérer trouver la vie dans les exoplanètes? Et finalement, dernier transparent, je voudrais insister sur la synergie qui existe entre l'étude du système solaire et l'étude des disques protoplanétaires. Là, ce que vous voyez là, ici, c'est un disque protoplanétaire observé en domaine radio avec ce réseau d'antennes qui est au Chili. Et vous voyez qu'il y a des anneaux sombres et il est très vraisemblable qu'au sein de ces anneaux sombres, vous avez des planètes en formation. Donc on arrive maintenant à faire sur autour des autres étoiles les mêmes types d'analyses qu'on faisait sur le système solaire. Alors c'est vrai aussi pour le spectre. Je vous ai montré ce spectre. Ça, c'est le spectre de Jupiter qu'on avait dans les années 70 dans la même région. Donc il y a une interaction évidente entre les gens qui font de la spectroscopie dans ces 2 domaines. Et puis finalement, les modèles de migration, la dynamique, là aussi, ce sont les mêmes
on utilise les mêmes outils pour aussi bien les exoplanètes que le système solaire. Donc voilà, une synergie permanente et je vais m'arrêter là. Merci. Donc si vous avez des questions, levez la main, on vous donne le micro. Vous disiez tout à l'heure que lorsque l'on regarde le ciel, il n'y a pas une seule étoile qui ne possède pas au moins une planète. Statistiquement parlant. Statistiquement parlant. Mais même les étoiles les plus massives et les plus chaudes peuvent posséder une planète. On ne peut pas dire grand-chose sur les étoiles massives. On n'a pas fait tellement de recherches encore sur la... Non, on connaît... en fait, les recherches sont surtout portées sur des étoiles de type solaire, d'abord, et ensuite sur des étoiles naines. Ce sont les deux catégories d'étoiles. On ne peut pas dire grand-chose sur les étoiles massives. D'accord, on est moins sur les étoiles massives qui sont tout à fait particulières parce qu'elles ont de très très hautes températures, de très très hautes masses, etc. etc. Moi, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'on n'avait pas encore trouvé de planète qui était possible d'abriter la vie. Et il y a eu une déclaration de la NASA comme quoi il y avait le TRAPPIST-1 et tout. Il disait que c'était possible. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? La NASA, comme d'habitude, reste complètement ronflant. Explique qu'on a trouvé la vie sur tout ça, c'est bidon. C'est vrai que le système TRAPPIST est très intéressant. Le système TRAPPIST, c'est donc une petite étoile qui a 7 planètes, je crois, qui ont la taille de la Terre ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et parmi ces planètes, il y en a qui sont dans la zone habitable. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas déterminé la composition de l'atmosphère, on ne pourra rien dire. Mais ça n'empêche pas la NASA et beaucoup d'autres de faire des déclarations. Merci. Oui. Live. Ah oui. Non, je voulais savoir tout simplement qu'est-ce qu'il va falloir améliorer techniquement pour que l'on découvre des systèmes stellaires proches de nos systèmes solaires. Parce que là, il y a un réel problème technique, technologique. Oui, tout à fait. Évidemment, les biais observationnels ont privilégié d'abord les exoplanètes géantes proches de leur étoile, forcément. On commence maintenant... Alors, ce qu'il faut faire, c'est en vélocimétrie, il faut augmenter l'intervalle de temps. Parce que si on cherche l'équivalent d'un Jupiter, il faut observer 13 ans. Si on cherche un Saturne, il faut observer 30 ans. Uranus, Neptune, n'en parlons pas. Donc là, il y a un problème vraiment... Oui, là, c'est lié à la révolution des planètes autour de l'étoile. Ce sera extrêmement difficile de trouver l'équivalent du système solaire. Alors ça, oui. Quoi d'autre ? Effectivement, il faut être capable de descendre à des masses inférieures. Pour l'instant, on en est en termes de masse à peut-être 3-4 fois la masse terrestre. C'est ce qu'on appelle des super-terres. Ça, on en a beaucoup. Mais déjà, la Terre elle-même, c'est les limites. Et descendre en dessous pour voir Mars, Vénus, Mercure, ça, c'est ça, en fait, il faut gagner encore en précision. On y arrivera, mais ça prendra un peu de temps. Juste une question concernant, j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps que la température, moins 42 degrés, l'eau était encore liquide. Est-ce que vous avez vu passer ça ? Je regardais sur mon... C'est aujourd'hui, je crois que j'ai aperçu ça sur mon PC, mais est-ce que ça change quelque chose par rapport, par exemple, à l'Europe ? C'est plutôt pour Mars, en fait, qu'on a parlé de ça, parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment on voit des traces d'eau liquide sur Mars, au début de l'histoire de Mars, parce qu'il y a un phénomène dont je ne vous ai pas parlé, parce que je n'ai pas eu le temps, c'est que le Soleil, à cette époque-là, était plus faible qu'aujourd'hui. Le rayonnement n'était que 70% de ce qu'il est aujourd'hui. Donc si on regarde la lumière que recevait Mars au début de son histoire, c'était tout à fait insuffisant pour que l'eau soit liquide. Alors on a utilisé effectivement les perchlorates et des solutions salées pour faire descendre le point de condensation. Et effectivement, si vous utilisez des
des mélanges d'eau salée peut descendre jusqu'à, je crois, 240, effectivement, 240 K. Je sais. Alors, c'est vrai que dans le cas d'Europe, on pense aussi à un océan salé. Mais dans le... Oui. Et l'énergie qu'il peut y avoir, est-ce que ça pourrait... C'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte pour la vie, mais la vie existerait-elle à moins 42 ? Alors, ça, je crois que... comme on ne sait pas comment elle est apparue, je veux dire, c'est vraiment l'énorme point d'interrogation. Apparemment, on peut au moins conserver la vie dans des conditions extrêmement différentes des conditions d'aujourd'hui. Hein. Je crois, ça. Mais bon, ça là-dessus... Pas la peine d'envoyer le frigidaire avec, là, c'est pas doté. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais vous poser une question concernant les comètes justement et le rapport d'eau sur, par exemple, sur la Terre. Oui. Bon, alors naïvement, on prétend que l'eau qui est sur Terre vient de l'extérieur. Oui, tout à fait. Mais quand on voit la taille d'une comète et on voit la masse d'eau sur Terre, c'est plausible ou S'il faut intégrer sur 4 milliards d'années. Et puis il y a aussi qu'au début de l'histoire du système solaire, le bombardement était beaucoup plus actif qu'aujourd'hui. On est passé vraisemblablement par une période qu'on appelle le bombardement tardif, qui a eu lieu vers 800 millions d'années après le début. Donc ça nous met à moins 3,8 milliards d'années. Et là, le bombardement n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en voit la trace sur les surfaces des satellites qui n'ont pas d'atmosphère. Ils sont criblés d'impact. Et il y a des astronomes qui ont calculé l'âge des surfaces par la densité de cratères. Donc une fois qu'un cratère tombe, il restera là, il ne sera pas modifié s'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, plus on a de cratères, plus la surface est vieille. Et ils sont arrivés comme ça à montrer qu'à moins 3,8 milliards d'années, il y a une remontée spectaculaire qui montre qu'il y a eu un bombardement très important dans cette région. Et d'ailleurs, les modèles de migration des planètes géantes sont capables d'expliquer ça, parce que ça coïnciderait avec une résonance de 1 Saturne et de Jupiter. Ça voudrait dire que Jupiter fait 2 rotations de révolution autour du Soleil quand Saturne en fait 1. Et à ce moment-là, les modèles de dynamique prévoient que les excentricités et les inclinaisons des petits corps valsent dans tous les sens. Et à ce moment-là, ça produit un véritable chaos dans le système solaire et un taux de bombardement extrêmement élevé. Pour Eric, je vais poser la question. Il me demandait si Encelade avait de l'eau. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais Encelade présente les mêmes caractéristiques que Europe. Donc Encelade, c'est un petit satellite autour de Saturne, sur lesquels on a découvert aussi des geysers, des plumes de H2O. Et là aussi, on pense qu'il y a un océan liquide en dessous. Alors ça pose encore plus de problèmes, parce que Europe, on peut expliquer ça par les effets de marée de Jupiter qui sont très forts. Mais dans le cas d'Encelade, c'est plus compliqué parce que le satellite est plus petit. On ne voit pas très bien quelle est la source d'énergie. Mais il n'y a pas de doute qu'Encelade, c'est une cible tout à fait intéressante au même titre que Europe. Merci pour la question. Dans quel sens la même chose ? Ah oui, non. Alors là, c'est très différent parce que on ne parle pas du tout du même volume d'eau. Il y a effectivement des traces d'eau sur la Lune et la NASA, là encore, on a fait ses choux gras. Mais c'est rien du tout la quantité d'eau sur la Lune. Il n'y en a pas à l'intérieur de la Lune. On en était resté à l'album de Tintin, en fait. Oui, j'allais le dire. C'est la seule erreur.
il y a 2 erreurs dans ces 2 merveilleux volumes. La première, c'est qu'il imagine qu'il y a de la glace sous le sous-sol de la Lune. Et la deuxième, c'est que quand il dessine la Terre de l'espace, il oublie qu'il y a des nuages. Les images de la Terre sont toujours sans nuages, alors que la Terre a toujours 70% de nuages. Ah oui. Et à part ça, tout le reste était juste. À Jupiter, non. Oui, ça n'a rien changé. Hein, parce que vous évoquiez les observations, effectivement. Non, ce qui est remarquable, c'est on en a vu des traces pendant des dizaines d'années. Et encore aujourd'hui, l'eau qu'on mesure dans la haute atmosphère de Jupiter provient vraisemblablement de cet impact-là. Vapeur d'eau. Et d'autres impacts. Oui, c'est de la vapeur d'eau. Oui, c'est de la vapeur d'eau. Oui, oui. C'est pas des gouttes d'eau qui se baladent dans l'atmosphère. Non, on est d'accord. Non, parce que la température remonte et à ce moment-là, on est en phase gazeuse. Avez-vous des nouvelles de la sonde Juno, là, justement, qui est sur Jupiter là? Pas très récemment, soit j'ai vu passer un papier, effectivement. Les premiers résultats étaient extrêmement étonnants. Donc Juno, c'est une sonde qui est en orbite autour de Jupiter, qui a été lancée en 2002, qui est arrivée en 2016 et qui passe très près des zones polaires. Elle a une caméra qui fait des images tout à fait extraordinaires de la circulation atmosphérique, des tourbillons polaires, des cyclones et compagnie. Puis elle a aussi un instrument qui essaye de mesurer la quantité d'eau à l'intérieur. Là, je ne crois pas qu'il y ait encore de nouvelles. Mais les premiers résultats avaient beaucoup surpris les spécialistes parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'on attendait, en fait. L'intérieur de Jupiter a l'air d'être différent des modèles qu'on avait prévus. Et tout est beaucoup plus compliqué. Par exemple, on imaginait que le bar, tout devait être tranquille. Et pas du tout. C'est tout sauf homogène. Ça varie avec la latitude, ça varie avec la longitude. C'est extrêmement compliqué. Mais je n'ai pas les derniers. Je ne sais pas pour les... À suivre. C'est juste par rapport à l'origine des comètes, en fait, puisque si elles sont en permanence à la base, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent juste des restes. Effectivement, je n'ai pas parlé de ça. Il y a 2 réservoirs. Il y a 2 origines pour les comètes. Il y en a un, la comète de Halley, par exemple, ou la comète Hale-Bopp, les plus brillantes. Elles viennent d'un réservoir qu'on appelle le nuage de Oort. C'est une vaste coquille qui est à 40 000 unités astronomiques, c'est-à-dire le tiers de la distance de l'étoile la plus proche. Donc on est vraiment aux confins du système solaire, là. Alors pourquoi elles sont là? Les dynamiciens expliquent que au départ, elles sont formées au-delà des orbites de Jupiter, Saturne, et puis par le jeu des perturbations gravitationnelles de Jupiter, qui est extrêmement massif, elles sont envoyées dans ce réservoir du nuage de Oort. Et puis il y a un deuxième réservoir qu'on appelle la ceinture de Kuiper, dont je ne vous ai pas parlé, c'est vrai. C'est quelque chose qui est situé au-delà de Neptune, entre 40 et 100 unités astronomiques. Et là, il s'agit plutôt d'un tor. Et là aussi, il y a un réservoir de comètes qui, de temps en temps, on voit des comètes à courte période. Chury était une comète de ce type. Absolument. Les comètes se sont formées en même temps que le système solaire lui-même. Alors là, il y a une raison, c'est la taille. Pour acquérir la sphéricité, il faut au moins 100 km de rayon. C'est la gravité qui impose finalement la forme sphérique. Halley, la comète de Halley, elle fait 15 km sur 7. Donc, elle n'a aucune raison d'être sphérique. C'est pareil pour Chury. Elle fait 4 km. D'ailleurs, pour Halley, on aurait dû réaliser avant qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un objet de cette taille soit sphérique. En fait, la sphéricité n'intervient qu'à une centaine de kilomètres. Oh, il peut y avoir des exceptions. Vous avez des collisions, par exemple. Si vous avez une collision qui vous casse un astéroïde, là, vous pouvez avoir des formes bizarres. Mais en gros,
pour la densité, mettons la densité des silicates, hein, c'est à peu près ce qu'on a dans les astéroïdes, les métaux, eh ben, il faut à peu près cette dimension-là pour que ça devienne sphérique. Alors, le nuage de Oort, c'est une coquille, c'est-à-dire qu'il fait... Par contre, l'autre est dans le plan de l'écliptique, la ceinture de Kuiper, comme la ceinture des astéroïdes principales d'ailleurs. Ça, c'est dans le plan de l'écliptique, oui. Oui, elles ont une faible inclinaison, effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on les reconnaît. Celles qui viennent du nuage de Oort peuvent avoir des inclinaisons énormes, comme la comète de Halley qui était arrivée quasiment perpendiculaire à l'écliptique, tandis que les autres sont plus ou moins pas très loin du plan. Si une comète est faite à 80% d'eau, quels sont les 20% qui restent? C'est des matériaux, des... Alors, il y a de la matière carbonée. D'ailleurs, je me demande si après Shuri, on n'a pas baissé les 80% et augmenté le carbone. On a trouvé plus de carbone que à quoi on s'attendait. Et sinon, il y a du silicium, des silicates, des oxydes. Ça. Je précise juste pour les questions, demandez le micro s'il vous plaît, parce que c'est pas non seulement pour qu'on vous écoute, mais c'est aussi pour que les gens qui sont en live puissent entendre votre question. Voilà. Question là. Excuse-moi. Sur les recherches d'exoplanètes, est-ce que les incidences des pôles magnétiques présentent un intérêt ou c'est pas détectable ou... Si, en fait, il y a des plasmiciens qui planchent sur la question. Parce qu'effectivement, quand on considère Jupiter a un champ magnétique extrêmement intense. Et des études ont été faites pour voir si des exoplanètes géantes proches de leur étoile pouvaient avoir un champ magnétique détectable. Et dans ce cas-là, ça pourrait donner un signal radio détectable comme Jupiter est détecté en radio. Alors, il y a eu des études de faisabilité. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Mais je crois qu'ils attendent ce cas qui est le futur grand instrument de radioastronomie. Ce sera une antenne d'1 km². Son nom, Square Kilometer Array. Et quand d'ici peut-être une dizaine d'années, quand cette structure sera en place, ils espèrent peut-être détecter les champs magnétiques des exoplanètes géantes. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question par rapport au fait que comment est-ce que il peut y avoir de l'eau finalement sur les comètes alors qu'il n'y en a pas sur des satellites comme la Lune? Comment est-ce qu'elle peut être retenue cette eau finalement? Ah oui, mais ça, justement, c'est parce que les comètes sont formées loin, dans le système solaire extérieur, et dans le système solaire extérieur, l'eau est sous forme de glace. Donc vous pouvez la piéger dans des noyaux. Par contre, si vous êtes au niveau de la Terre, l'eau est sous forme de gaz et vous ne pouvez pas la piéger. C'est pour ça que la Lune n'a pas d'eau. Question là. J'avais une autre question, c'est au-delà du disque protoplanétaire, qu'est-ce qu'il y a comme dimension remarquable en fait, comme complexe en fait, au-delà de tout ce qui est le plan de l'écliptique à plus grande échelle en fait? À plus grande échelle, on tombe sur les premières étoiles, donc Proxima du Centaure, puis après on est dans la galaxie. D'accord. Alors, nous on est dans la galaxie, puis après il y a les galaxies voisines, il y a le groupe local. Là, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. Oh là, oui. Et même, non seulement ça, mais autour des étoiles les plus proches. Sauf, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a une méthode dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle les micro-lentilles. Alors, la micro-lentille, ça consiste à observer tout à fait fortuitement une étoile qui passe devant une source éloignée. Alors, ça fait un phénomène qu'on appelle lentille gravitationnelle. Et si par extraordinaire, il y a une planète qui passe, ça va donner un petit pic sur la courbe.
Alors ça a été utilisé, je crois qu'on a détecté une vingtaine d'exoplanètes comme ça, et les exoplanètes en question sont loin du Soleil. Mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose avec ces résultats-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'est des événements fortuits qui ne se reproduiront jamais. Donc on ne peut rien vérifier, on n'a pas d'informations en fait sur la physique de ces objets. On sait juste en gros leur taille, leur masse plutôt, exactement, à peu près où elles se trouvent, mais on ne peut pas les étudier, on ne peut pas les suivre. Mais c'est quand même c'est intéressant parce que ça nous donne des exoplanètes qui ne sont pas autour des étoiles proches, alors que toutes les autres méthodes sont autour des étoiles proches pour la plupart. J'en rajoute une, histoire de... J'ai deux. Alors, une question et puis une remarque après. La question, c'est par rapport au... Vous avez évoqué quelques missions passées, en cours, futures. Je crois qu'il y en a une européenne à destination de Mercure. Ah oui, tout à fait. Alors, quel est l'objectif de cette mission? Je ne sais pas si vous le savez. C'est complètement exploratoire. C'est-à-dire Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Donc on se disait qu'en étudiant de près cette petite planète proche du Soleil, on allait apprendre des choses sur les conditions de formation des planètes, en fait, du scénario de formation des planètes. C'était ça l'idée. Il n'y a pas de glace du tout sur... On a trouvé, c'est un peu comme sur la Lune, il y a des endroits... En fait, il y a le problème de Mercure, c'est qu'il est... Enfin, il n'est pas en rotation synchrone, mais presque. Donc, il a des jours qui sont très longs et la température est très élevée. Des nuits où la température est très froide. Et si un endroit au pôle, par exemple, est toujours protégé de la lumière du soleil, il peut abriter un peu de glace d'eau. On a trouvé comme ça, il y a eu quelques indices qui montraient qu'il y avait quelques calottes possibles, mais c'est pas... Ça ne change pas grand-chose. Alors sinon, ça n'a rien à voir avec... Si, ça a à voir avec l'astronomie et l'astrophysique. C'est un constat. C'est une remarque. Oui. C'est pas uniquement ouvert votre discipline en majorité aux hommes. Je fais un constat dans la salle. Rassurez-moi. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle effectivement il y a si peu de jeunes femmes dans cette salle. Mais des femmes, oui, mais des jeunes femmes, très peu. Simple remarque. Il n'y a pas beaucoup de promotion, là, vous avez 20%? Ah oui, d'accord. D'accord, ah oui. Alors, à l'ESO, on a 20% de femmes actuellement. Ça augmente tous les ans. Monsieur Roquebert pourra en témoigner. Et on a fait de la com dans tous les groupes de promo, on a fait de la com partout, on a mis des flyers partout, autant à des femmes qu'à des hommes. Donc, c'est juste, je pense que c'est sociétal. Non, mais c'est vrai, tant qu'il y aura 10% de filles dans les classes prépa, c'est difficile d'avoir plus. 20% maintenant. 20% ça augmente. C'est un progrès. Intéressante. Oui. Question là. Moi, c'est plus une question au niveau de toute la science en général. C'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression justement que plus les années passent et plus les découvertes qu'on a faites anciennement sont remises en question. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des découvertes avec une certitude ou c'est tout le temps un doute qui va être remis en question? Non, je crois que le doute fait partie de la science. Le doute fait partie, la remise en question de ce qu'on vient de trouver, c'est inhérent à la démarche scientifique. Mais c'est bien, c'est normal. C'est-à-dire que, par exemple, la théorie de Newton a été dépassée par la relativité. Avec les histoires d'énergie noire, on se rend compte qu'on est peut-être encore une autre étape qu'on ne connaît pas encore. En fait, on approxime les observations qu'on fait du mieux qu'on peut. Et quand on voit quelque chose qui ne colle pas, eh ben, il faut améliorer la théorie pour arriver à expliquer ce qu'on voit. Donc la remise en question, moi je crois que c'est extrêmement sain. C'est une démarche tout à fait nécessaire à l'avancée de la connaissance. Merci. Bien, je vous propose d'en rester là peut-être pour ce soir. On va remercier donc Thérèse Engrenaz encore de sa prestation.
Voilà, merci beaucoup. Et puis donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc on sera le 21 mars. Avec ce soir-là, ce sera Christian Magnan, qui est aussi astrophysicien, qui viendra parler du Big Bang et de la validation du Big Bang. Donc je pense que ce sera aussi une soirée intéressante sur un sujet fort. Merci beaucoup. Attendez, juste une côté pratique. En raison de Vigipirate, la porte principale est fermée, donc vous pouvez quitter les EO soit en face qui donne sur le parking et vous rejoignez la rue Jeannetot, soit pour ceux qui ont